Bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre La formation du régime fédéral canadien. C'est la 6e vidéo d'une série de 7. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur les aspects suivants: le féminisme, la place de l'art dans l'identité culturelle canadienne et la place de l'éducation dans la société. On va commencer avec une petite question. Dans les années 1800, les femmes sont considérées égales aux hommes sur les plans professionnel et social. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. En effet, les femmes dans les années 1800 sont considérées comme inférieures aux hommes dans les différentes sphères qu'on voit ici. Donc, par exemple, la sphère professionnelle. Les femmes n'ont pas accès aux mêmes emplois, aux mêmes métiers que les hommes. Accès aux mêmes métiers. Et lorsqu'elles ont accès aux mêmes métiers, donc avec l'industrialisation, on va voir de plus en plus de femmes présentes dans les industries, et bien même lorsqu'elles pratiquent les mêmes emplois, elles sont moins bien rémunérées, donc elles reçoivent un moins bon salaire. Donc, elles sont moins bien rémunérées. Du côté légal, elles n'ont également pas les mêmes droits que les hommes. Les femmes au niveau légal dans les années 1800 sont considérées comme étant mineures. Donc, sont mineures aux yeux de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça leur prend un tuteur. Par exemple, pour pouvoir signer un contrat, pour pouvoir ouvrir un compte à la banque, eh bien, elles doivent avoir un tuteur. Ce tuteur-là, c'est qui? Eh bien, c'est soit leur père ou leur mari lorsqu'elles sont mariées. Donc, elles ne sont pas indépendantes du côté légal. Un peu dans le même aspect, là, dans l'aspect politique, les femmes dans les années 1800 n'ont pas le droit de vote. Donc, c'est seulement au début des années 1900 qu'elles vont obtenir le droit de vote au Canada et un peu plus tard là au Québec. Dans la sphère sociale, eh bien, les femmes donc n'ont pas accès aux mêmes métiers, n'ont pas beaucoup accès non plus au marché du travail. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, la place de la femme est considérée pour être à la maison. Donc, on considère que la femme doit être à la maison, de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants. Donc, c'est la place là que la société lui réserve à ce moment-là. Donc, s'occuper des enfants, de la maison. Donc, ça, c'est pour les femmes laïques, donc celles qui ne sont pas, par exemple, des religieuses. Mais dans les années 1800, 1840, 1850, il y a de plus en plus de femmes qui vont se diriger vers la vie religieuse. Donc, pour se consacrer leur vie à Dieu, mais aussi à différentes causes, par exemple à l'éducation, aux hôpitaux, parce qu'on se souvient, là, dans ces années-là, c'est l'Église qui gère le système de santé, qui gère aussi l'éducation. Qu'est-ce que ça permet aux femmes? Eh bien, ça leur permet souvent de pouvoir occuper des postes plus élevés que les femmes laïques. Par exemple, elles pourraient être directrices d'une école en tant que religieuse, occuper des postes de direction, un peu de direction dans les hôpitaux, mais encore là, ça reste dans la sphère des métiers traditionnellement féminins. Mais ça peut leur donner là un peu plus d'avancer sur le côté des métiers. Toujours du côté des femmes, du féminisme, eh bien, dans les années 1800, il y a des femmes qui commencent à se regrouper entre elles pour faire valoir leurs droits, pour défendre leurs droits et leur faire, adopter des nouvelles lois qui pourraient leur donner plus de droits. Au départ, c'est surtout des bourgeoises qui vont se regrouper entre elles parce qu'elles ont plus de temps. Souvent, elles ont plus les moyens financiers également. Donc, elles ont du temps que les femmes des classes inférieures n'ont pas nécessairement parce que elles ont tellement à faire de s'occuper de leurs enfants, de la maison et tout ça. Donc, le premier groupe féministe du Québec se nomme le Montreal Local Council of Women. Donc, c'est un groupe anglophone parce que la bourgeoisie, au départ, au Québec, surtout, pas totalement, mais surtout anglophone.
Donc, le premier regroupement féministe du Québec est anglophone, mais dans les années qui vont suivre, là, tranquillement, les femmes francophones vont se joindre également au mouvement et il y a des groupes féministes francophones qui vont émerger. Vers la fin des années 1800, les artistes peintres canadiens, français et canadiens anglais vont représenter leur réalité à travers leurs œuvres. Ça, c'est du côté des artistes peintres. Du côté de la littérature, il y a un courant littéraire patriotique qui va être mis de l'avant. Donc, c'est quoi le patriotisme? Le patriotisme, c'est mettre de l'avant l'amour de sa nation, de sa patrie. Et ça va être mis de l'avant dans les œuvres, autant francophones qu'anglophones. Donc, du côté des francophones, ça va surtout être des récits historiques, donc qui vont relater avec un fond d'histoire, l'histoire des Canadiens français, avec comme différents thèmes la famille, l'amour. Il va y avoir aussi souvent l'Église qui va être présente, donc dans les livres. C'est vraiment là des récits qui mettent de l'avant la vie quotidienne des francophones. On a un exemple ici, Joseph Marmette, qui a écrit un livre qui se nomme Eva et Charles. Donc, c'est un roman à trame historique où il y a des Canadiens qui livrent une bataille en 1690. Et à travers ça, eh bien, c'est toute la vie des Canadiens qui est transmise. Donc, comment à cette époque-là, les gens vivaient. Donc, c'est très, on pourrait dire simple, mais c'est vraiment pour mettre de l'avant l'amour de sa nation et de mettre de l'avant la culture canadienne-française. Ce mouvement-là est aussi vu chez les anglophones. Du côté des anglophones, ça va plutôt être transmis par des poèmes. Et de leur côté, ça va être plus là la fierté du nouveau pays, parce qu'on se souvient que là, le pays, le Canada en tant que pays, c'est tout récent. Donc, dans les poèmes, va être mis de l'avant la fierté du nouveau pays. Et là, on a un exemple aussi d'un poète, vous avez peut-être déjà entendu son nom, là, il y a eu des rôles aussi en politique, mais là, on s'attarde sur son côté poétique. Donc, Duncan Campbell Scott, qui est un poète canadien-anglais, qui a écrit des poèmes à propos de différents éléments de la vie canadienne, mais tout le temps en mettant de l'avant la fierté, l'amour pour son pays, qu'est le Canada. Du côté des œuvres littéraires, il y a les femmes aussi qui commencent tranquillement à faire leur place. Toutefois, on vient de le voir, là, les femmes ne sont pas encore égales aux hommes dans les années 1800. Alors souvent, elles vont écrire sous des pseudonymes, donc des pseudonymes masculins, pour pouvoir écrire plus facilement et aussi être lues par plus de personnes. Il y a aussi des femmes qui vont écrire dans des revues des revues féministes, donc pour mettre de l'avant leurs opinions et leurs idées afin de faire progresser là, leur cause. À la suite de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, est-ce que l'éducation est une compétence provinciale ou fédérale? C'est une compétence provinciale. Comme on l'a vu à la suite de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, il y a des compétences qui sont divisées entre le fédéral et le provincial. Et l'éducation devient à ce moment-là une compétence provinciale. C'est donc, par exemple, le gouvernement du Québec qui va s'occuper de l'éducation. Il y a donc le ministère de l'Instruction publique qui est créé. Toutefois, ça fait pas l'affaire de l'Église parce que avant ça, donc avant la mise en place de l'ANB, c'est l'Église qui s'occupe de l'éducation et aussi du système de santé. Donc, en créant un ministère, eh bien, ça fait en sorte que c'est le gouvernement qui s'occupe de l'éducation. L'Église va donc être contre
cette idée-là et va revendiquer le droit d'encore s'occuper de l'éducation. Donc, le ministère de l'Instruction publique va être aboli et remplacé par le département de l'Instruction publique. Donc, il ne sera pas directement lié au gouvernement provincial et l'Église va avoir plus d'influence donc sur le département de l'Instruction publique, alors sur le système d'éducation. Donc, une plus grande influence de l'Église. Et l'éducation est divisée entre catholiques et protestants. Du côté des catholiques, ce sont surtout des religieuses et des religieux qui s'occupent de la tâche d'enseigner aux élèves. Ça va être un enseignement qui va être un peu plus basé sur la religion, parce que ces personnes-là consacrent leur vie à la religion. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un aspect un peu plus religieux, même s'il y a d'autres matières là, qui sont enseignées. Du côté des protestants, ce sont pas juste des laïcs, mais il y a plus de laïcs que du côté des catholiques qui enseignent. Donc, ça va faire une éducation, un enseignement qui va être moins basé sur la religion que l'enseignement catholique, par exemple. Du côté de l'enseignement supérieur, donc de l'université, c'est les universités anglophones qui, au départ, vont plus développer des programmes comme des programmes de sciences ou des programmes de génie parce qu'elles sont bien financées, donc beaucoup par des grandes entreprises. Et les entreprises, là, si tu te souviens un peu, ce sont souvent des anglophones qui sont à la tête des entreprises. Elles financent les universités anglophones qui peuvent mettre en place des programmes de sciences, de génie. Et c'est quelques années plus tard là que les universités francophones vont aussi offrir des programmes de sciences de génie, par exemple, comme la Polytechnique qui va ouvrir là quelques années plus tard. Donc dans les années comme 1870, là, dans les années 1870. Du côté des femmes, c'est toujours difficile d'avoir accès à l'éducation à ce moment-là. Donc, dans les années 1800, les femmes n'ont pas vraiment accès à l'éducation supérieure. C'est quelque chose qu'elles vont revendiquer, pour lequel elles vont se battre. Et la première université québécoise à accepter une femme, ça va être une université anglophone, c'est l'université McGill. Et ce sera seulement quelques années plus tard que la première femme va être acceptée dans une université francophone, donc l'Université de Montréal. Donc, de ce côté-là, du côté de l'éducation supérieure, eh bien, ce sont surtout les universités anglophones là, qui vont être en avance sur les universités francophones. C'est la fin de cette mini-récup sur la culture et la société québécoise. Donc, à la suite de la formation du régime fédéral canadien. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait ou d'aller écouter la suivante qui porte sur la place de l'Église dans la société à cette époque.